vous Très voyez? bien, merci. C'est bon, c'est bon. Voilà, Très donc bien. on va passer à la présentation du professeur Gayo Diallo, dont le titre est Approche holistique basée sur les graphes de connaissances pour le repositionnement des médicaments. Je vous rappelle que le professeur Gayo a un HDR et un PhD en informatique. Il est membre du laboratoire d'informatique de Bordeaux et c'est le team leader du groupe de recherche en informatique appliquée à la santé, ERIAS. Il a rejoint l'Université de Bordeaux School of Public Health en 2009, après avoir été assistant de recherche à la City University de Londres et chercheur postdoc au laboratoire d'informatique appliquée de, du Futuroscope de Poitiers. Il est diplômé de l'Université de Grenoble-Joseph Fourie en 2016, où il a eu son doctorat. Et ses intérêts de recherche comprennent l'approche basée sur l'IA pour la gestion des données et des connaissances en matière de santé et des TIC pour le développement, avec un accent particulier sur le secteur de la santé. Il a participé à plusieurs projets financés par l'Union européenne. Il a co-rédigé une cinquantaine d'articles et voilà, il coordonne comme ça plusieurs projets, dont par exemple le projet Patient Covid qui est financé par l'AUF, où interviennent plusieurs universités, notamment l'université Naziboni de Bobo Dioulassou, l'université des sciences de la santé de Libreville, l'université de Yaoundé 1, etc. Voilà, donc Merci professeur Paulin, comme Gaillot, ça je peux commencer voilà, gagnant. très bien, Super. voilà, Ouais, je vais merci. essayer d'être assez bref pour ne pas vraiment prendre de temps et récupérer ce qu'on a perdu. Désolé déjà, on a été obligé de me déplacer parce que hélas, j'étais pris par malheureusement des choses aussi qu'il fallait finaliser. Je suis désolé. Alors, je vais vous parler de découverte de médicaments, en particulier ce qu'on appelle le repositionnement que je vais expliquer et pourquoi on va en parler ici, c'est parce que finalement on utilise des applications basées sur l'IA, des méthodes basées sur l'IA pour le faire. Donc je vais passer ça parce que j'ai l'habitude, et ça c'est notre commande, on est tenu souvent de présenter l'université, on est au sud-ouest, etc., on fait de la recherche, vous savez, du coup, on a des masters en public health et dedans, on a informatique de santé. Et en particulier, ça c'est important pour ceux qui ont envie de se spécialiser en data science, en particulier pour les problèmes de santé publique. On a un graduate programme, on appelle, qui est associé à la fois master et thèse autour des stats informatiques et épidémiaux. Et puis évidemment, il y a le Master CITIS. S'ils sont intéressés, vous pouvez toujours me contacter par rapport à ça. Donc, mon affiliation première, comme disait mon collègue Paulin, c'est le BPH, qui est un labo d'INSERM de l'Université de Bordeaux, où je dirige une équipe d'informatique de santé, membre du LABRI et également de l'IRIA pour cette année, parce que j'ai ce qu'on appelle une délégation en France. Et on travaille beaucoup autour de l'intégration de données en santé, en particulier pour permettre la réutilisation de données qu'on appelle l'utilisation de données secondaires. Voilà, certains collègues sont des médecins qui travaillent et qui sont en charge de l'entrepôt de données du CHU de Bordeaux, par exemple. Alors, je passe dans le vif du sujet. Vous parlez de repositionnement de médicaments et en particulier un travail qu'on a entamé maintenant il y a à peu près un an avec des résultats préliminaires. Mais l'enjeu, pourquoi je vous en parle, il y a plusieurs masters autour de la table, il y a, j'imagine, aussi des thésards, c'est aussi voir qu'il est tout à fait envisageable d'utiliser de l'IA pour travailler sur la santé, en particulier sur le médicament. Nous, notre équipe travaille beaucoup sur les problématiques de médicaments. On a eu déjà par le passé des projets sur la détection d'effets secondaires, parce que ça, c'est un des gros enjeux sur ce qu'on appelle le post-market des médicaments. Une fois que les médicaments sont mis sur le marché, il faut les suivre, etc. Il y a des obligations légales. Ça, c'est très important, ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Et il y a plein d'outils informatiques qui sont utilisés pour ça. Et puis, je vais du coup vous parler de la découverte de médicaments et en particulier
heureusement ou malheureusement, on a le Covid, comme vous savez, ou la Covid-19. On a entendu dire dans les médias très souvent que tiens, le hydrochloro, alors je ne sais jamais dire ça, mais en tout cas, bon, il y a un médicament que le professeur Raoul de Marseille utilise pour traiter le coronavirus, comme on a à un moment vu que le remdesivir qui est utilisé pour le VIH peut être aussi utilisé pour éventuellement, même si finalement les études ont montré que ce n'est pas tout à fait le cas. Et donc ça, quand les gens font ça, quand les médecins, les experts, les cliniciens font ça, ils font ce qu'on appelle du repositionnement de médicaments. Pourquoi on fait du repositionnement de médicaments? C'est parce que, en réalité, le processus de découverte est très long. C'est entre 10 et 15 ans pour avoir des molécules qui traitent des indications. C'est assez long et assez coûteux. Ça demande beaucoup d'argent aux labos, aux équipes pour arriver à mettre sur le marché un médicament avec des stades de validation. Globalement, on a quatre phases, en fait, 3 phases pendant le développement et une phase après le développement du médicament. Les 3 phases, c'est les phases où on va regarder la toxicité du médicament, on va regarder comment le médicament agit sur l'homme, on va regarder les effets secondaires. Et puis, une fois que le médicament a obtenu ce qu'on appelle l'AMM, autorisation de mise sur le marché, alors le labo a obligation de suivre son utilisation. Au cas où il y a des soucis, il est obligé de le notifier et de voir pourquoi, essayer éventuellement de le traiter. Et les agences sanitaires, les agences de régulation, parfois retirent des médicaments. On en a souvent entendu parler. Et donc le repositionnement arrive parce qu'il raccourcit ce délai. Au lieu de 10-15 ans, on va raccourcir à quelques années, voire plusieurs mois, et donc ça fait un gain énorme d'argent, et surtout quand il y a des pandémies où il faut une réponse rapide, c'est plutôt une solution qui est pas mal. On a vu, donc je vous ai parlé tout à l'heure de l'histoire de la Covid. Un exemple qui est très connu, c'est le sildenafil, qui est connu dans le monde commun, nous autres utilisateurs qui ne sont pas experts du médicament, comme le Viagra. À l'origine, c'était un antihypertenseur et puis il a été repositionné comme anti-érectile. Donc aujourd'hui, beaucoup l'utilisent, mais en réalité, il n'était pas fait à l'origine pour ça. Ça, c'est un exemple typique de réutilisation. On le retrouve aussi dans le domaine du cancer, etc., etc. Alors, pour faire du repositionnement, il y a plusieurs approches. Donc, je ne vais pas faire tout le tour. Moi, je vais me concentrer à l'approche purement computationnelle. Donc, quand on utilise des algos, des machines pour pouvoir éventuellement identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. Et pour faire ça, on va utiliser les informations dont on dispose, les informations et la connaissance dont on dispose sur les médicaments. Ces informations, ça va être les cibles thérapeutiques des médicaments qui sont sur le marché. Vous savez que chaque médicament a une autorisation pour une liste d'indications. On retrouve ça pour nous autres utilisateurs. Quand on va à la pharmacie, on achète un médicament, une boîte de médicaments. Vous avez dans le conditionnement, vous avez souvent une feuille dedans où il y a posologie, indication, etc. Ce n'est qu'une petite forme de ce qu'on appelle le résumé caractéristique du produit. Que les labos ont en fait, hein, que l'agence aussi sanitaire en question du pays doit avoir. Et donc il y a ces indications, il y a les effets secondaires connus, parce qu'il se pourrait qu'il y ait des effets secondaires qui ne sont pas connus, qu'on découvre lorsqu'il est déjà sur le marché. Il y a ce qu'on appelle les structures SMILE de la molécule, c'est les structures chimiques, puisque vous savez que évidemment c'est des molécules chimiques qui sont utilisées. Vous avez les phénotypes. Voilà, il y a tout un ensemble d'informations qu'on va essayer d'utiliser pour voir potentiellement si on peut découvrir des liens qu'on ne connaissait pas avant. Peut-être qu'on trouve des similarités entre des molécules et des indications, et à partir de ça, on va inférer des hypothèses qu'il va falloir valider après. Et ce travail-là, ce travail de chercher, inférer, agréger des données, évidemment, on va utiliser des méthodes computationnelles et en particulier des méthodes d'intelligence artificielle. Alors, un des exemples où il est très pertinent de faire du repositionnement de médicaments, évidemment, on a parlé des pandémies, mais
Il y a les maladies rares. Le problème des maladies rares, c'est que elles sont rares parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui les ont, d'accord? Donc, selon les pays, il y a un consensus international pour dire que maladie rare, c'est, je ne sais pas, moins de 1 pour 100 000, je crois. Enfin, je ne me rappelle plus du ratio. Mais en tout cas, on dit qu'ils sont rares. Voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui les ont. C'est quelques centaines, quelques dizaines de personnes dans le monde. Et en plus, on ne peut pas du coup monter des études cliniques, parce que pour des études cliniques, il faut des gens, etc. Et là, on n'en a pas suffisamment pour pouvoir faire ces études cliniques. Et donc là, typiquement, le repositionnement pourrait être une alternative parce qu'on n'a pas nécessairement besoin justement de beaucoup de gens. On va utiliser des données pour arriver à générer des hypothèses. Les hypothèses étant les liens entre cibles thérapeutiques et molécules qu'on va avoir. Un exemple qui est récent, donc un centre, le laboratoire J-Clinique au MIT, une équipe du MIT avec des gens comme Regina Barzilay ont utilisé une approche computationnelle de repositionnement, donc d'apprentissage statistique pour trouver justement les molécules qui sont capables de résister, qui sont, vous savez, il y a plusieurs, on parle beaucoup de résistance aux antibiotiques. Ça, c'est un des vrais problèmes aujourd'hui en santé. Et donc, comment on va trouver des molécules qui sont capables de tuer les bactéries? Et donc, grâce à cette approche, ils sont arrivés, vous voyez, c'est un papier qui est relativement récent, ce qui date de février, en fait, c'est entre, voilà, il est récent, on va dire, et donc ils sont arrivés à trouver des molécules qui sont capables de pallier aux insuffisances et aux résistances qu'on note aujourd'hui dans ce domaine-là. C'est pour vous fixer les idées et vous dire que c'est un problème très actuel, au-delà de la COVID-19. Alors, vous avez dans le schéma que j'ai à droite sur mon écran, là, c'est exactement ce que vous avez l'habitude de voir. C'est ce qu'on appelle les structures SMILE. D'accord? C'est les molécules, hein, comme vous avez dû les faire en cours de chimie. Et donc, vous avez plusieurs approches, comme je dis, moi je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Parfois, on va utiliser les protéines, vous savez, les protéines qui sont ciblées. On va utiliser des gènes, les informations sur les gènes. On va utiliser, y compris les plantes, parfois. Mais tout ça, souvent, a été fait de manière relativement parcellaire. Rarement, on va essayer d'être holistique. Holistique, le terme, c'est qu'on va utiliser le maximum d'informations dont on dispose autour du médicament pour justement voir si on est capable de prédire avec plus d'efficacité des liens, donc des hypothèses entre molécules et cibles. Pour ça, nous, on est parti sur une approche graphe de connaissances. Donc, je n'ai pas suivi toutes les présentations qui se sont passées, mais je sais qu'il y en a une qui va se faire avec notre collègue Axel, et donc il parlera aussi de graphe de connaissances. Donc, je vais être très rapide. C'est un graphe, donc vous avez un réseau, parfois on va parler de network selon les approches. Donc, vous avez un graphe qui est une des manières de représenter, c'est avec du RDF. Je pense qu'on peut tout à fait utiliser ce modèle. RDF, c'est quoi? Un modèle de triplet, sujet, prédicat, objet. Et tout ça permet en gros, de pouvoir représenter des liens binaires entre deux choses, deux entités, entre Gaillot qui est en train de présenter une présentation, Gaillot présente une présentation, ça fait trois choses, et dans le même temps, on peut retrouver ça également dans le domaine du médicament. Un médicament traite une indication, d'accord? Et donc, on va utiliser un graphe de connaissances. Pourquoi un graphe de connaissances? Parce que finalement, c'est un modèle relativement souple qui est adapté pour intégrer des données hétérogènes, d'accord? Parce qu'on a un modèle pivot, là c'est le modèle à base de triplet, dans lequel on va mettre l'ensemble des données qui sont de nature hétérogène, différentes, dans un modèle pivot, là en l'occurrence du RDF, et après on va appliquer des techniques d'apprentissage pour essayer de découvrir éventuellement ce qu'on pourrait appeler le lien caché. Alors, vous avez
chacun de nous utilise aujourd'hui en réalité un graphe de connaissances. Il suffit d'utiliser des moteurs. Hier, quelqu'un de Google était ici. Vous savez que le moteur de recherche Google, justement, utilise un knowledge graph. D'ailleurs, c'est eux qui, pour la première fois, ont utilisé le mot lui-même, même si, bon, on pouvait imaginer que ça existait avec des entreprises qui avaient des réseaux. Voilà. Et quand on fait une recherche et que on retrouve des réponses assez précises, c'est parce que tout simplement les données sont modélisées dans un gros graphe, une grosse base de données, et donc on est capable de parcourir ce gros graphe, les liens, les entités pour avoir des réponses. Et donc on s'inspire de ça, on va faire de la même chose dans le domaine biomédical et santé. Donc l'idée étant qu'on a un gros graphe, quand je dis un gros graphe, c'est des milliers, des centaines de milliers de nœuds et puis des liens entre ces nœuds. Il faut arriver à analyser ce pléthore d'informations et pour le faire, il faut qu'on soit scalable pour arriver à traiter ces données. Donc, il faut arriver à trouver un moyen peut-être de réduire la grosse dimension de ce graphe-là et pour pouvoir surtout faire de la prédiction de l'apprentissage. Donc, on va transformer ça en des choses type numérique. Par exemple, là, en l'occurrence, pour chaque nœud, on va le représenter sous forme de vecteur. J'imagine, je sais qu'il y a eu la présentation de Michel, même s'il était sur du texte, mais on retrouve à peu près le même type de paradigme, parce que là, on va aussi essayer de représenter le graphe, donc les informations du graphe, à savoir les nœuds et les arcs, avec des vecteurs. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, on essaie de vous présenter chaque nœud avec un vecteur pondéré, d'accord? Et par la suite, utiliser ces vecteurs pour faire des calculs, des similarités, etc. Par exemple, là, si je prends simplement ce graphe-là, on a 3 nœuds, 2 arcs. Quand il y a un lien entre deux choses, voilà, on est à 1, sinon on est à 0. Donc, on va essayer de représenter ça. Et l'idée étant, on représente donc un ensemble de liens, donc des nœuds et des liens entre les nœuds, pour essayer de voir si, potentiellement, en faisant des calculs, en faisant des calculs de similarité, on pourrait trouver, tiens, il y a des liens qui devraient en réalité exister, mais finalement, ils ne sont pas explicités dans le graphe, et peut-être que ces liens, donc on les découvre parce qu'on aura fait de l'apprentissage, parce qu'on aura fait du raisonnement pour les détecter. Et donc, nous, on va utiliser cette approche d'un point de vue abstrait pour le ramener à un problème de découverte de liens entre molécules et cibles thérapeutiques. Donc, les liens cachés vont être les nouveaux liens qu'on pourrait trouver entre des molécules qui sont connues et de nouvelles indications qu'on ne connaissait pas. Voilà comment on formalise le problème. Et donc, on a un travail de thèse qui est en cours. Marina Boudin, que je co-encadre avec une collègue. L'idée étant d'avoir un large graphe de connaissances qui soit suffisamment holistique et en particulier qui utilise la connaissance sur les plantes parce que, pour information, 30% des médicaments, au moins qui sont sur le marché, sont issus finalement des résultats qu'on a trouvés sur les plantes. C'est-à-dire que on a vu que les plantes traitaient des cibles, donc étaient des pathologies, et bien de là, on a synthétisé pour faire des médicaments. Donc c'est très utile d'exploiter des informations sur les produits dits naturels. Et l'idée aussi étant que on va utiliser le web de données. Hier, il y a eu une présentation sur le web de données avec les bases de connaissances disponibles en ligne, les bases de données, bases de connaissances disponibles en ligne, pour pouvoir les intégrer dans un gros graphe et pouvoir générer des hypothèses. On est parti sur le fait que plus on a des données intégrées autour du médicament et des pathologies, mieux on est capable de prédire des liens. Voilà ce qu'on essaye d'infirmer ou de confirmer dans ce travail que nous faisons. Je vous présente là, sur ce cas précis, le workflow qui est utilisé. On part d'un ensemble de données, on construit, on les intègre donc faisant de la curation
nettoyage de données pour arriver à un graphe. Et de ce graphe, on va faire de l'apprentissage pour découvrir des candidats, des liens candidats qu'on appelle ici des hypothèses qu'il va falloir après confronter soit à des études qui sont parues dans la littérature scientifique, soit qui sont encore dans les labos, dans les essais cliniques, etc., pour voir est-ce que les liens qui sont produits sont plausibles ou pas. Voilà. Et donc, il y a eu, si vous êtes curieux, je vous invite à aller regarder le premier papier de Marina dans le cadre du Doctoral Consortium de CIKM, paru cette année, là, en octobre. Voilà, comme ça, vous allez voir ce que je vous raconte là. C'est raconté dans ce papier-là. Quelles sont les infos qu'on utilise? Donc, je vous ai parlé d'un point de vue haut niveau d'effets secondaires, de gènes, de cibles thérapeutiques, etc., etc. Il y a, par exemple, DrugBank, qui est une base de données développée au Canada, et qui fournit de l'information autour du médicament. Voilà, de manière générale. On retrouve dedans les molécules, la structure chimique, etc., etc., le nom scientifique de ce qu'on peut trouver, etc., etc. Et puis, vous avez les effets secondaires des médicaments. Vous avez les informations sur les protéines, Uniprot, une base suisse. Vous avez PubChem sur les molécules chimiques. Vous avez la HPO, Human Ontology, sur les phénotypes qu'on peut trouver. Vous avez des données sur les composés naturels. Par exemple, NPAS. Il n'y a pas que NPAS qui existe, mais NPAS est une. Vous avez Bio2RDF qui regroupe un ensemble de données autour du biomédical. Vous avez aussi l'ATC, par exemple, qui est la structure proposée par l'OMS, vous savez, l'Organisation mondiale de la santé, pour décrire des molécules chimiques, etc. Donc, l'idée, c'est d'arriver à intégrer tout ça. Vous avez l'NCBI, évidemment, etc., etc. Pour avoir un graphe, bon, j'espère que vous voyez un petit peu. En fait, on retrouve là ce que je vous présentais précédemment ici. On retrouve là différents nœuds. OK, on a la molécule au milieu qui a des effets secondaires, qui cible des targets, donc des protéines, donc has target. Vous avez des gènes qui sont activés, pas activés. Vous avez des molécules chimiques, l'ATC, etc., etc., etc. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à créer des liens entre tous ces graphes-là. Hier, vous avez vu le linked data. Donc, vous avez bien compris ça, qu'on peut trouver éventuellement des liens comme là. En l'occurrence, nous, on a utilisé une source qu'on appelle la Ration Ontology pour arriver à connecter ces différents nœuds. Et puis, parfois, il faut nous-mêmes créer les relations qu'on doit avoir. Voilà. Et à partir de ce graphe-là, par exemple, là, vous voyez, j'ai un composé qui cible des protéines. Donc, il faut arriver ensuite à instancier ça, donc le maximum d'informations possibles, pour ensuite arriver à faire nos prédictions. D'accord? Aujourd'hui, dans ce cadre-là, vous avez là un graphe qui vous montre le résultat courant qu'on a dans le graphe. Vous avez par exemple 42 000 et quelques molécules, vous avez 8 000 et quelques gènes, des pathways, etc., des cibles thérapeutiques, des targets en fait, des phénotypes, des maladies, des pathologies, etc., etc., etc. Et tout ça est lié, donc avec un ensemble de liens. Vous avez les cardinalités des liens à chaque fois. Et l'idée, c'est de partir d'un tel graphe, de faire ce qu'on appelle de l'embedding, d'accord? Donc, arriver, en gros, à découvrir, donc à faire du learning, de l'apprentissage sur ce graphe, pour découvrir des liens qui n'étaient pas explicites. Alors, de ce point de vue, là, en l'occurrence, pour déjà arriver à avoir, à tester la validité des hypothèses qu'on avait, on a utilisé des ressources qui existent, en particulier, même si ce n'est pas très adapté en fait sur les données biomédicales, on a utilisé Notovect et PyKin. PyKin, en revanche, est très bien, pour voir est-ce qu'à partir d'un graphe qu'on a avec toute la connaissance qu'on intègre, on est capable
d'utiliser des algorithmes d'apprentissage, là en l'occurrence apprentissage statistique, pour arriver à découvrir des liens plausibles. D'accord? Et c'est ce qu'on a fait. Mais pour faire ça, je vous ai montré par exemple les structures SMILE. Vous savez, pour représenter les molécules chimiques. Parfois, comme je vous ai dit au départ, ces infos sont de nature hétérogène. Et donc, pour pouvoir les homogénéiser, on est obligé pour certains types de ressources de faire des pré-traitements. Par exemple, il était intéressant dans notre cas, pour les molécules chimiques, d'abord essayer en amont de calculer des similarités entre les molécules chimiques, que ce soit ce genre d'informations qu'on donne au graphe. Mais d'autres, on va utiliser tout à fait les infos qu'on dispose telles quelles, par exemple la relation entre des pathologies et ces molécules justement, ou par exemple les gènes qu'on peut avoir. Et tout ça, on le donne à un algo qui va mouliner et essayer de prédire des liens, des liens manquants. Donc dans le domaine, on parle de link prediction, pour trouver ce qu'on appelle des hypothèses, parce que pour le moment, souvenez-vous bien qu'il faut valider tout ça. Donc, on obtient des hypothèses pour les valider après. On est arrivé à voir des choses préliminaires pas mal, puisque, par exemple, un des couples qu'on ressort dans les analyses, donc que le workflow, le pipeline délivre, c'est le couple spironolactone et le glytathione synthétase. Et il se trouve que dans la littérature scientifique, justement, en regardant la littérature scientifique, en particulier PubMed, qui est la base de données de référence pour les publications scientifiques dans le domaine biomédical, effectivement, on arrive à trouver qu'il y a un lien, il y a des liens plausibles qui existent entre cette molécule et cette cible. Et du coup, ça montre que c'est intéressant et prometteur et qu'il faut plutôt continuer. Alors, aujourd'hui, le travail qui est en train d'être fait, c'est on a un pipeline qui fonctionne, qui va générer des hypothèses qu'il faut valider par la suite. On s'est retrouvé, on s'est associé avec une équipe du CHU de Bordeaux de cliniciens qui, eux, justement, sont spécialisés dans les maladies rares et les maladies rares neurodégénératives. Parce que vous savez, c'est un vrai enjeu qui existe. On parle d'Alzheimer, Parkinson, etc., etc. Ils ont fait un travail de nature plutôt ce qu'on appelle approche biologique pour découvrir des molécules, une vingtaine, qui peuvent éventuellement cibler quelques cibles qu'ils ont. Et donc là, nous, c'est d'essayer d'utiliser le workflow, d'arriver à voir si on régénère la même chose et surtout leur faire de la priorisation d'hypothèses pour qu'on essaye de les valider et puis dire que voilà, sur les 20, peut-être qu'il y en a une ou deux qui sont plausibles d'un point de vue mesure qu'on aura trouvé. Et puis, un autre enjeu, c'est justement, eux, ils sont des experts du domaine, ils ont de la connaissance a priori, donc de la connaissance dite symbolique. Vous savez, quand on utilise des ontologies, on parle de la connaissance symbolique. Et donc, c'est comment associer cette connaissance symbolique et ce qu'on arrive à découvrir d'un point de vue statistique. Donc, on va parler d'intelligence artificielle généralisée pour encore être plus efficace. Aujourd'hui, c'est l'enjeu en cours. Avec eux, il y a un travail qui va démarrer là sur cette question-là. Et puis, arriver à identifier des sources encore meilleures disponibles, en particulier sur des maladies particulières, parce que plus on trouve des choses comme on appelle, granulaire, mieux on pourra faire des prédictions. J'ai été hyper rapide parce que je vois là dans mon chrono, je suis à moins de 30 minutes et donc je vais arrêter là. Ça, c'est l'équipe avec laquelle on travaille et Marina Boudin, c'est celle qui est juste en bas là à gauche. Voilà, donc j'ai fini et je vous dirai merci et je remercie ceux qui ont l'initiative vraiment d'organiser ce genre de rencontre parce que je trouve ça éminemment utile pour nos jeunes collègues
qui ont envie de faire de la recherche. Voilà, merci. Merci beaucoup, professeur Gaillot. Merci pour cette présentation. Merci d'avoir pu condenser toutes ces informations-là en si peu de temps. J'espère que les étudiants, les collègues, on en a profité. Donc, on va prendre on va prendre les questions. Donc, je commence par la question de Malo, qui voilà, te félicite déjà pour la présentation et demande si tu as pensé au processus de Markov caché. Est-ce que, voilà, dans tes travaux, ce type d'outil-là est prévu? Oui, alors on n'a pas utilisé ce genre d'approche, mais qu'il faudrait peut-être, oui, regarder. Ok, très bien. Oui, Une autre question. Ouais, ce serait intéressant de regarder ça aussi. Parce qu'avec le processus de Markov caché, on arrive quand même à découvrir un certain nombre de liens entre des éléments auxquels on n'aurait pas pensé, quoi. Voilà. C'est juste une piste. Jeter un coup d'œil aussi. Oui, oui. Merci pour cette contribution. Donc, je vais prendre la question d'Ibrahim Traoré qui dit merci pour cette présentation. Est-ce que la même approche permet de remettre en cause des liens entre des nœuds? Est-ce que, pardon? Est-ce que l'approche qui est utilisée permet de remettre en cause certains liens qui existent Alors, des dans le liens graphe qui de existent départ? déjà? Oui. Alors, est-ce que ça peut remettre en cause des liens qui existent? Il se trouve que on exploite justement les liens qui existent pour découvrir autre chose. OK. Alors, une des choses qui se fait potentiellement, c'est d'enlever des liens et voir si on peut les reprédire. Très bien. Mais parce qu'il se trouve qu'on exploite déjà ces liens qui seront en entrée du modèle pour, vous voyez, pour apprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Pour faire une prédiction. Oui. C'est ça. Ok, donc je passe. Il y a une troisième question de Martial Koulé-Ngoufo qui dit, enfin, je vais résumer sa question. Est-ce que dans cette approche holistique-là, on prend en compte les particularités liées à certaines zones? C'est-à-dire que quand on fait de l'analyse, par exemple, pour des médicaments destinés à l'Afrique ou à une partie de l'Afrique, on prend en compte les caractéristiques de l'Afrique ou voilà, des individus africains, plutôt que de prendre en considération des caractéristiques liées à une population européenne ou autre. Est-ce que ce genre Oui. d'information est prise en compte? Et c'est là que les gènes, par exemple, interviennent. Une de nos sources, ce sont les gènes. On sait qu'il y a des gènes, je ne sais pas, qui sont présents particulièrement ou activés sur des populations type noire, qui ne le sont pas peut-être sur des populations type caucasien, etc. Et ça, c'est une des manières de prendre ça en compte. Et comment elles s'expriment, quoi, ces gènes. Exact, merci. Dans le workflow, on a la kinontologie, hein, pour info. Ok, très bien. Moi, j'avais une question, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui ferait que cette approche-là qui est utilisée puisse être faite rapidement dans le cadre du Covid? Qu'est-ce qu'il faudrait? En fait, ça a déjà été fait. Si vous voyez que bon, alors, il n'est pas dit nécessaire. Non, quand je dis ça a été fait, il n'est pas dit que c'est de manière comme c'est que je présente dans l'étude graphe de connaissances. Mais il y a déjà du repositionnement qui se fait, hein, des approches biologiques, des gens qui utilisent des réseaux, etc. Ça se fait en réalité, d'accord? Sauf que malheureusement, il y a du repositionnement, ce qu'on appelle du repositionnement par chance. C'est-à-dire que puisqu'on n'a pas toutes les structures, on va voir à un moment, on se rend compte que ça a un effet, mais c'est parce que c'est pas structuré, on n'a pas structuré tout à fait. Mais il y a l'approche bio, elle marche, hein, mais elle est longue, etc. C'est parfois par du hasard. Et justement là, c'est tout l'intérêt de, par exemple, nous associer aux cliniciens qui ont cette approche bio pour voir comment on arrive à parler justement de l'approche data. Voilà. Oui. Mais, vous voyez, l'exemple que j'ai donné du MIT là, avec l'équipe de Regina Barzilay,
En fait, ils ont fait computationnel, c'est-à-dire qu'il y a une base de données, une des bases de données qu'ils ont utilisées, c'est une base qu'on appelle Zen 15, qui est connue, et pour voir justement, arriver à apprendre et générer, à tester un ensemble de molécules, voir éventuellement quelles pourraient être les nouvelles cibles. C'est comme ça qu'on a identifié, on a shortlisté les molécules aujourd'hui qu'on trouve. Bon, après, il y a une expertise, hein, il y en a qui se sont dit intuitivement, tiens, on voit le VIH, on voit l'Ebola, on voit peut-être que des choses qui ont marché sur ça, on pourrait éventuellement tenter. Ok, très bien. Une question de Mahmoud Tal qui dit quelles sont les plantes les plus utilisées dans l'industrie pharmaceutique? Bon, si je reformule, c'est est-ce que en utilisant les connaissances et les travaux que vous avez déjà effectués dans le cadre du labo avec cette approche holistique-là, vous avez pu identifier des plantes spécifiquement qui sont les plus utilisées Alors, dans l'industrie pharmaceutique? on n'a pas encore de résultats, nous, pour les plantes, mais je peux vous donner des exemples. D'ailleurs, dans le papier, vous verrez, il y a eu quelques plantes qui, justement, ont montré que, en les utilisant, il y a une équipe de Singapour en particulier qui montre qu'une des plantes est tout à fait envisageable pour c'était pas le cancer, je ne sais plus quelle était la pathologie. Maintenant, il faut d'abord, vous savez, il faut arriver à extraire le principe actif, etc., etc. Il faut faire des essais cliniques, voilà. Mais ça nous élimine déjà, ne serait-ce que la phase 1 et 2 du processus de découverte. Je sais que on s'intéresse beaucoup à des plantes, quand je dis on, c'est à la communauté, type moringa, par exemple, parce qu'on pense qu'il contient un certain nombre de choses intéressantes qui peuvent être exploitées. C'est un exemple parmi d'autres. Très bien. Ok, j'ai une Moi, je pense en question. tout cas, c'est une direction intéressante parce que tout simplement, elle demande moins de ressources. Alors là où ça va coûter cher après, parce que vous avez bien compris qu'il va falloir après valider tout ça. Et donc, c'est soit on trouve, là, en l'occurrence, pour nous, c'est ce que nous faisons, soit la littérature scientifique, soit les bases de recherche clinique existantes, mais aussi on peut se rapprocher de boîtes dont le boulot, c'est d'arriver à évaluer ce lien qu'on aura nous produit. Il y a une boîte lyonnaise en particulier qui fait ce genre de choses en utilisant des modèles mathématiques. Et on discute, voir si on sort des choses, comment on pourrait éventuellement collaborer. Et là, il faut payer. Voilà. D'accord, d'accord. Merci. Donc, une dernière question, je vais la poser, c'est une question que j'ai vu, comment est-ce que les étiquettes, déjà, est-ce que lorsque la prédiction de lien est faite entre les nœuds, est-ce qu'il s'agit de liens avec leur étiquette? Et si oui, comment est-ce que on arrive à faire cette prédiction de lien-là avec le nom avec une étiquette sur le lien? En fait, il faut voir. Alors, quand tu dis étiquette, c'est le label, en fait. Hein, label du le label, nœud. voilà, c'est ça. Oui, oui. C'est ça, c'est-à-dire à la sortie, nous, à la sortie, ce qu'on a, c'est en gros, on s'intéresse à une relation particulière, parce qu'il y a plusieurs types de relations sur lesquelles on peut regarder. Nous, une des relations qui nous intéresse, c'est la relation entre molécules et target, cible. D'accord? Gènes, protéines, c'est ça qui va nous intéresser parce que c'est là où c'est intéressant. Et donc, on retrouve à la fin du processus, justement, des couples où on a une instance de molécules et éventuellement une instance de gènes avec à côté une mesure de plausibilité. Voilà. D'accord, d'accord. En tout cas, c'est pas des codes bizarres qu'on ne peut pas interpréter, qu'on retrouve. C'est ça la question. Parce que là, c'est étiqueté. Okay. Ouais, c'est bon, c'est bon. Merci. Voilà, de toutes les façons, le slide va rester ouvert. S'il y a des questions qui arrivent, on les mettra. Merci beaucoup, professeur Gaillot.